L'obsession récurrente de nos politiciens est de mettre la barre encore et toujours plus haut en matière de contrôle, appelant ainsi plus de soumission des citoyens au nom de l'un de ma milliard, paraît-il. De sorte que, comme le disait l'économiste Milton Friedman, je cite, la crainte des contrôles fiscaux, l'étouffement bureaucratique et le harcèlement de l'État constituent des armes puissantes contre la liberté de parole. Le grand œil institutionnel supervise chaque instant de nos vies et en veut plus encore. La supervision, la surveillance et la vérification du citoyen lambda plantent au-dessus de nos têtes, au point de nous sentir en liberté conditionnelle. Un contrôle donnant parfois l'impression de faire des pauses, mais bon, ne soyons pas dupes, car ces pauses servent généralement à nous faire croire que l'autorité lâche du lest ou cesse son harcèlement pour mieux revenir à l'assaut plus tard. Il est plus facile de se soumettre au contrôle que de résister au fameux Léviathan dont parlait Thomas Hobbes, c'est-à-dire à cette chose publique et souveraine qu'on appelle l'État. Année après année, nous assistons au grignotage progressif et organisé de nos libertés. Des règles toujours plus contrôlantes, qu'elles soient nationales, continentales ou internationales, se surajoutent aux anciennes. Les citoyens emploient, sous les contraintes administratives, sous les papiers épluchés et complétés. Remplir sa feuille d'impôt, régler une succession ou préparer sa comptabilité est devenu un cauchemar pour la plupart des citoyens. Les libertés sont compromises, y compris celles de penser, puisque GAFAM et médias mainstream sélectionnent aujourd'hui les informations que vous et moi devons connaître, celles sur lesquelles nous sommes autorisés à communiquer, les autres étant censurées sans discussion. Ainsi que le rappelait Thomas Hobbes, si nous avons abdiqué un jour une part de notre liberté naturelle en faveur d'un État souverain, c'était pour que sa puissance de répression garantisse à chaque citoyen la paix publique, la liberté d'aller et de venir, la liberté de contrôle sur son propre corps, sa psyché et ses biens. L'État a toujours pour mission d'éviter que les hommes cherchent à réduire d'autres hommes en servitude, qu'il n'y ait pas des vainqueurs contraignant par la force d'autres hommes à la servitude et à l'état de sujet. C'est pour cette raison précise que nous avons cédé une partie de notre liberté personnelle lors du pacte social et consenti à avoir des représentants. Eh bien, il semble que cela nous échappe, car la réalité est désormais autre. Nous sommes dans une situation où une minorité de leaders de la finance, de gestionnaires et spéculateurs, de sociétés à forte capitalisation, se soutiennent et imposent au monde leur projet au nom d'une croissance économique qui est devenue le Dieu contemporain. Les États sont devenus les suiveurs de ces projets. Quant aux simples citoyens censés être protégés par l'État, ceux-ci ne décident et ne contrôlent plus rien, pratiquement. La mise en servage des personnes se fait doucement, mais sûrement. Il manque à cette inféodation le contrôle numérisé de nos corps, de nos biens, ainsi que de nos mouvements. Mais si vous regardez bien, cela aussi est en marche. Et lorsqu'un groupe de gilets jaunes vient perturber ce grand jeu oligarchique, ceux-ci sont renvoyés par l'État à leur pénate d'un grand coup de main, comme on chasse une mouche agaçante et têtue. L'État réussit le coup d'opposer 2500 blessés côté manifestants aux 1800 côté des forces de l'ordre, alors qu'il s'agit en réalité des mêmes victimes du même système. Les enveloppes budgétaires ne bénéficient plus au mieux-être des Français. Elles contribuent à la généralisation d'un mal-être ponctué de contrôles tous azimuts. Ceci rajoute les sommes astronomiques dépensées pour des tests, des vaccins, des rapports, de la communication, des compensations aux hôpitaux et autres situations, créant
300 milliards de déficit cumulé sur la décennie 2020-2030, si j'en crois les propos d'Olivier Véran du 27 janvier 2022. Tout cela pour un virus très peu mortel, sans parler des frais engagés par les soins liés aux effets secondaires dont nous devrons parler un jour ou l'autre. Au vu de ces milliards de dettes, l'absurde continue son chemin, si l'on en croit le rapport de 2022 de la Fondation Abbé Pierre, qui montre que 300 000 personnes sont sans domicile, soit le double depuis l'enquête de 2012 de l'INSEE. Règne un silence troublant des pouvoirs publics concernant l'augmentation de la paupérisation du pays qui fait des morts chaque jour. Tout comme le suicide en France qui tourne autour de 25 morts journaliers et près de 685 tentatives, soit environ 9000 personnes suicidant chaque année, si l'on en croit l'Union nationale de prévention des suicides de 2021. La paupérisation en France est également notable dans le recours à l'aide alimentaire qui touche environ 10% de la population française. Comment un système dit démocratique peut engendrer et entretenir une logique sociale où des milliardaires cohabitent dans ce pays avec les plusieurs centaines de morts de la rue sans domicile fixe? On pourrait aussi se demander pourquoi une organisation sanitaire mondiale dépense sans compter pour expérimenter sur une population mondiale un vaccin, mais ne dispose pas d'autant de fonds et d'énergie pour s'occuper des 528 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, soit près de 10% de la population mondiale. En 2020, selon les données du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, on estimait qu'entre 6 000 et 12 000 personnes mouraient de faim chaque jour. Les réponses à nos questions ne sont plus à trouver dans des mesurettes ni des plans sociaux de développement à la petite semaine. Toutes ces aides pansements ne sont là que pour occulter les vrais problèmes, notamment les iniques différences de niveau de vie et de droits distinguant les personnes, et qui caractérise un extrémisme économique que nos démocraties valident. L'extrémisme n'est pas seulement religieux et le terrorisme non plus, il est aussi économique, et il est conduit par une caste n'ayant aucune intention que les choses changent. Enfin, les réponses ne sont pas non plus dans les projets des partis ou courants politiques actuels, faisant mine de s'opposer entre eux, mais qui appliquent les mêmes recettes à quelques nuances près, et qui sont incapables de proposer quelque chose de réellement différent, du moins jusqu'à aujourd'hui. La vraie question citoyenne sur le feu consiste à changer radicalement notre vision de la gestion de la cité, c'est-à-dire du politique, d'opérer un tournant à 380 degrés afin de proposer d'autres formes de gouvernance inédites. Mon intime conviction est que nous allons vers cela, avec toutes les difficultés que cela posera inévitablement et que cela pose déjà, et le temps que cela prendra. Ce changement annoncé est ce qu'en d'autres temps on nommait une révolution, et que l'on appelle aujourd'hui pudiquement un changement de paradigme. Dans tous les cas, il est temps de réparer un pacte social abîmé qui ne tient plus ses promesses.